Nous accueillons Valérie au 39 21. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Bonsoir, quel âge avez-vous Valérie? D'où nous appelez-vous? Alors, 49 ans Oui, et de la région toulousaine. de la région toulousaine, d'accord. Qu'est-ce qui vous amène Valérie? Dites-moi. Alors, en fait, je voulais juste témoigner en tant que maman d'une jeune fille qui a connu l'anorexie. Mhm, Alors, je dirais que je viens témoigner, pas trop pour raconter le vécu de la maladie, parce que je dirais que c'est plus une personne atteinte par cette maladie qui serait à même d'en parler, mais plus en tant que maman, Oui. un peu essentiellement pour un peu casser le tabou qu'il y a autour de cette maladie. Alors il y a déjà un tabou qui est en général sur cette maladie, parce que bien sûr les jeunes filles ou les quelques garçons, puisqu'ils sont moins nombreux à la connaître, ont souvent honte, sont souvent dans le déni de cette maladie, et puis même quand ils savent qu'ils sont malades, osent peu en parler, parce que c'est une maladie qui paraît un peu incompréhensible pour les personnes qui les entourent. Oui. Mais je dirais que par rapport aux parents, le tabou est différent. C'est-à-dire que je pense que les parents n'osent pas se dire qu'ils ont un enfant concerné par l'anorexie, ou d'ailleurs un autre trouble du comportement alimentaire, parce qu'il y Mhm, a un grand sentiment de culpabilité en fait. d'accord. Donc je voulais un peu briser ça, parce qu'autant j'ai l'impression que finalement des personnes atteintes de maladies, ça commence un petit peu à bouger, et que les gens communiquent sur les troubles qu'ils peuvent ressentir, notamment en termes d'anorexie. Autant j'ai l'impression que les parents sont absents. Mais on entend Euh, rarement, hein, Valérie, euh, la parole des parents sur ce sujet. C'est vrai qu'on a eu pas mal de témoignages, pas mal, on en a eu 4 ou 5 de personnes qui souffraient d'anorexie, mais c'est vrai que vous êtes la première maman qui nous appelle pour en parler. Et c'est vrai que la parole des parents se fait rare. Vous dites que c'est dû quoi? C'est dû à une culpabilité? C'est... Alors je pense qu'effectivement il y a une culpabilité, parce qu'effectivement on va dire que déjà dans l'imaginaire collectif, parce que même moi je l'avais pour avoir eu des camarades en promo qui étaient concernés par l'anorexie, j'avais l'image que leur mère leur avait fait des remarques sur leur physique, qui avait engendré un régime qui avait commencé et qui avait dérapé. Donc même moi, j'avais l'image que souvent les personnes atteintes de ce trouble, il y avait une raison vraiment qui pouvait être liée à la mère. Et pendant longtemps, de toute façon, on savait que pour guérir de l'anorexie, il y avait une séparation de la famille. Donc ça sous-entendait un peu que la famille, entre guillemets, était coupable. Voilà. Mhm. Donc je pense que ça entretient, et la façon dont la médecine traitait cette maladie il y a quelques années, c'était effectivement ça, un écartement de la famille qui tendait à suggérer que la famille avait fait quelque chose de mal. Donc je pense qu'effectivement il y a cette culpabilité-là. Et puis clairement quand on fait un enfant, enfin vous voyez, tous les parents la grande majorité des parents font un enfant parce que il se sent à même de lui offrir le mieux dans sa vie, qui veut le rendre heureux, et que quelque part, quand on se heurte à un diagnostic tel que l'anorexie chez son enfant, c'est un constat d'échec. Et je pense que c'est encore plus le cas pour une maman, puisque ça a un lien avec la nourriture, et qu'une maman, elle est quand même censée nourrir son Oui. enfant. Il y a quand même ce rôle nourricier à la base, qui fait que ça entretient encore plus, je pense, ce sentiment de culpabilité. Comment est-ce venu chez votre enfant, en fait? Est-ce que, mais évidemment, on parlera des origines, hein, si vous avez toutefois une idée de ce qui a pu causer ce désordre alimentaire, mais ça l'a pris à quel âge, votre fille? Alors je dirais qu'elle avait, j'ai commencé à m'inquiéter, elle avait un peu plus de 12 ans. Mhm. Un peu plus de Voilà. 12 ans, d'accord. Un peu plus de 12 ans. Alors, il faut savoir que l'anorexie, effectivement, concerne des jeunes filles de plus en plus jeunes, et maintenant concerne même des petites filles. Moi, ma fille, je pense qu'il y a eu plusieurs éléments déclencheurs.
C'est-à-dire qu'on a eu, j'ai vécu un deuil douloureux, mais étant très fusionnelle avec elle, elle l'a subi au même titre que moi. Donc Oui. elle m'a vu m'effondrer, donc je pense que ça l'a beaucoup déstabilisée parce que j'avais toujours été très protectrice vis-à-vis d'elle. Enfin, elle m'a toujours sentie, on va dire, costaud Oui. et résiliente, on va dire. Et là, je pense que ça l'a déstabilisée. Et puis, il y a quand même eu aussi un épisode de moquerie au collège. Elle m'a formulé que quelque part, pour se faire accepter, ne pouvant pas changer certaines choses, en gros, la couleur de ses cheveux, ses yeux, enfin qui n'avait rien de particulier, hein, je vous rassure. Oui. Finalement, elle s'était dit, la seule chose que je peux changer, c'est mon corps, hein, et elle a repris le contrôle d'une apparence pour se faire accepter quelque part par le groupe, en réduisant son alimentation jusqu'à quasiment plus Ne plus s'alimenter. Mais je rajouterai là-dessus que autant clairement les parents n'ont pas lieu d'être coupables, de se sentir coupables, autant avec le recul, je considère que notre vécu familial a une part de responsabilité, on va dire, dans sa fragilité. Mmh. Par rapport au regard des autres. Voilà, c'est-à-dire que notre fille a été, hyper protégée, notamment par moi, pour plein de raisons qui fait que moi, j'ai eu une enfance très très chahutée, c'est-à-dire que quand elle est née, je me suis sentie investie d'un rôle et que finalement j'ai voulu le meilleur pour elle et j'ai toujours tout balisé pour elle. Et quelque part, en balisant tout pour elle, en lui évitant les déceptions, en essayant de la protéger au maximum, finalement, je pense qu'au lieu qu'elle voit ça, je dirais, comme un message d'amour, elle a vu ça comme un manque de confiance. Un manque de confiance, oui. Ouais, c'est-à-dire que je l'ai tellement protégée que finalement, elle n'a pas fait ses armes, si vous voulez. J'étais toujours en amont pour lui éviter les déceptions. Quand il y avait une chamaillerie avec ses camarades, je réglais les choses, quitte à appeler la maman pour trouver des solutions, et ça marchait très bien. Donc tout le temps, elle n'a pas eu le temps trop de se frotter, je dirais, aux difficultés du monde. Et c'est vrai que quand ce deuil qu'on a vécu ensemble est arrivé et que sans doute à l'école après on a senti sa fragilité et que les enfants, les adolescents sont comme ça, chacun s'affirme peut-être en s'attaquant aux plus faibles. Au physique, oui. C'est souvent le cas chez les ados, oui. Mmh. Ouais, elle s'est sentie, ils ont vu sa faiblesse, sa fragilité, et ils sont attaqués à elle, et elle n'a pas su, elle n'avait pas les ressources en elle finalement pour se défendre ou prendre du recul, parce que finalement, je l'avais tellement protégée que ça a été un peu sa solution, la maladie, parce que clairement, je pense que la maladie, c'est aussi une façon de ne pas grandir, hein, de ne pas s'envoler loin de papa et maman, et de pouvoir rester, dans notre cas, hein, parce que bien sûr, dans d'autres cas, ça peut être lié à des choses très difficiles vécues dans la famille ou ailleurs, et que c'est une façon de renier son corps. Mais là, c'était pas le cas, c'était vraiment, je pense, une façon de rester enfant et de pas vouloir affronter le monde finalement. Mmh. Voilà. Et vous échangiez avec elle, vous lui parliez de ce que vous observiez, en fait, justement, de ce désordre. Est-ce que c'était facile de l'aborder, ça? Alors en fait, donc ça a commencé, elle avait 12 ans, donc j'ai remarqué sur une photo qui correspondait à une photo qu'on avait fait quelques temps avant, qu'elle avait vraiment changé de physique, c'est-à-dire qu'elle avait perdu en très peu de temps ses rondeurs de l'enfance. Oui. Et là, j'ai commencé à observer que elle mangeait moins. Et ça s'est poursuivi pendant de longues années. J'ai vraiment eu l'impression de l'avoir sur un fil pendant longtemps.
C'est-à-dire que petit à petit, toutes les choses qu'elle appréciait, comme tous les enfants, hein, les apéritifs, les chips, le saucisson, le jus d'abricot, enfin voilà, toutes des petites choses qu'elle adorait. Elle a commencé à ne plus les consommer. Puis elle a commencé à réduire les quantités de ses assiettes et puis après ça s'est encore amplifié, c'est-à-dire qu'elle était enfin je voyais qu'elle me mentait, c'est-à-dire que quand elle rentrait de l'école, soi-disant elle avait trop mangé à midi, donc elle ne goûtait pas. Oui. Le soir, elle avait toujours pas digéré, donc elle avait pas faim. Enfin voilà, donc tout ça, ça m'a alertée. J'ai essayé de lui en parler, mais à chaque fois, effectivement, de toute façon, elles sont dans le déni. Elles ne veulent pas voir qu'il y a un souci. Et j'en parlais régulièrement avec les médecins traitants et comme j'ai toujours été une maman quand même assez présente à son écoute, etc., j'avais plutôt vous inquiétez pas, c'est de son âge, elle grandit, elle veut être jolie, ça va lui passer, etc. Donc ça a duré, en fait, petit à petit, si vous voulez, pour caricaturer, à 12 ans, elle faisait un poids, et 4 ans après, elle faisait le même poids, sauf qu'entre les deux âges, elle avait pris 20 centimètres. Oui, elle n'avait pas pris 1 gramme avec 20 centimètres en plus. Voilà, c'est ça, elle n'avait pas pris 1 gramme en quasiment 4 ans. Cécile nous écrit une jeune femme ou un jeune homme anorexique est très souvent lié à une surdouance émotionnelle non détectée. Quand on est dans un monde où on ne trouve pas sa place, on s'efface. Que pensez-vous de cette réflexion ? C'est-à-dire qu'on ne trouve pas sa place. Non, souvent lié à une surdouance émotionnelle non détectée. Je suppose que Cécile évoque tous ces hauts potentiels. Vous savez, ce qu'on appelle surdouance émotionnelle, ce sont ces enfants qui sont surdoués, qui sont à haut potentiel. Alors ma fille est particulièrement sensible. Je ne pense pas qu'elle soit forcément à haut potentiel, même si ça a toujours été une élève brillante. Moi je pense que quelque part, elle n'a pas trouvé sa place, plus dans le fait qu'ayant été énormément dans une relation fusionnelle avec moi, Oui. quelque part, à un moment quand la diffusion a dû intervenir, parce qu'il y a eu ce choc émotionnel qui fait que peut-être elle s'est rendue compte qu'elle n'arrivait pas à me consoler de ce qui se passait dans ma vie. Peut-être aussi parce qu'elle a eu des petits frères et des petites sœurs et que, mine de rien, ça l'a chagrinée. Je pense que tout ça l'a amenée à ne plus savoir qui elle était. C'est-à-dire que je pense que quelque part, il y avait une confusion entre elle et moi. Tellement nous étions proches. Et puis moi, effectivement, j'ai eu d'autres enfants, etc. Et je pense que notre séparation, quelque part, a été vraiment douloureuse pour elle, même si on a toujours été resté dans la proximité, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'était une petite fille très sensible, qui se mettait toujours à l'écoute de l'autre et qui faisait toujours les choses pour faire plaisir aux autres. Oui. C'est-à-dire qu'à l'école, elle était toujours, je veux dire, entre guillemets, suiveuse. C'est-à-dire que si elle voulait pas, elle n'avait pas trop envie de jouer avec sur un jeu, etc., ça allait être la petite fille qui allait le faire pour se faire accepter par le groupe. Donc elle était souvent en retrait. Et c'est vrai qu'elle n'avait pas l'habitude de s'imposer au monde. Elle se conformait à ce qu'elle pensait que les autres attendaient d'elle. Donc, c'était valable aussi dans ses exigences scolaires. J'espère que c'est le corps enseignant. Parfois, il y a des professeurs qui ont des exigences très fortes. Pour elle, même si c'était une demande disproportionnée, etc., elle faisait. C'est-à-dire un professeur qui pouvait poster un devoir à 20h le soir et qu'il y en avait pour 2 heures de boulot,
même si c'était pas normal que ça soit posté la veille sur un intranet, par exemple, elle allait le faire. Et le lendemain, le professeur avait même oublié qu'il avait posté ce travail en retard, et il ne le regardait même pas. Mais voilà, toujours cette pression, ce besoin de plaire, d'être accepté, de plaire en fait. Oui. D'être félicité, voilà, et beaucoup d'exigences vis-à-vis d'elle, à se mettre une pression inconsidérée dans sa vie scolaire, en fait, un peu partout, un perfectionnisme incroyable, voilà. Alors, Cécile, qui a l'air de bien connaître le sujet, au 7 39 21, nous dit qu'une femme anorexique n'est pas fragile. Bon, au contraire, elle a souvent un mental d'acier, elle est juste dans un monde où elle ne se reconnaît pas, et finalement, la seule chose qu'elle maîtrise, c'est son corps. Aidez-la à trouver son identité. Que pensez-vous de ça? Parce que ma fille... alors moi je témoignais, j'étais vraiment pas dans le pathos, donc ma fille clairement va très très bien au jour d'actuel. Aujourd'hui, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que elle ne souffre plus de désordre alimentaire aujourd'hui. Alors, ne plus souffrir, c'est un grand mot parce que le diagnostic a été posé. J'ai réussi à faire poser un diagnostic après un vrai parcours du combattant en février 2019. J'ai réussi à avoir une bonne prise en charge, même si ça a été compliqué, en remuant ciel et terre, etc. Elle a été déscolarisée. Elle a été en hôpital de jour tous les après-midi pendant quasiment 1 an, jusqu'à ce qu'elle sorte du déni et que vraiment elle ait envie de se battre. Oui. Et clairement, j'ai toujours considéré que ma fille avait un mental d'acier. C'est-à-dire qu'elle a toujours eu un mental d'acier pour obtenir ce qu'elle voulait dans sa scolarité, etc. Voilà. Et je dirais que la maladie, finalement, a été une chance pour elle. Alors ça peut être choquant de dire ça, mais c'est-à-dire que ma fille, j'ai l'impression qu'elle a gagné 10 ans, quoi, ou 20 ans. Elle s'est forgée. C'est-à-dire que dans notre vie, dans notre vie, des fois, on évolue et on va dire que moi, à 49 ans, je sais davantage ce que je veux dans la vie, les concessions que je suis prête à faire et celles que je ne suis pas prête à faire. Et notre fille, en fait, elle s'est toujours mise entre parenthèses. Et avec la maladie, elle a changé tout à fait de caractère. Donc maintenant, elle se priorise, elle fait ses choix, pas en fonction de ce qu'elle pense que nous, on aimerait qu'elle fasse, ou de ce que aimerait qu'elle fasse son corps enseignant, ou la société en général. Elle fait en fonction de ce qu'elle a envie de faire et de ses goûts. Et du coup, j'ai l'impression que ça lui a permis de gagner une force, une connaissance d'elle-même, oui. Qu'elle aurait mis, comme tout le monde, peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être que même certains arrivent jusqu'à la vieillesse et qui ne se connaissent toujours pas. Et voilà. Donc en fait, cette maladie lui a permis finalement... alors, elle ne lui a fait pas perdre du temps dans le sens bien sûr, quand on va en hôpital de jour, c'est pas plaisant et ça a été beaucoup de souffrance, puisqu'elle est descendue à 32 kilos pour 1m63, donc c'est risqué pour sa vie, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis qu'elle est sortie du déni, qu'elle a décidé de se battre, je dirais qu'elle a vraiment repris possession de sa vie, qu'elle a une connaissance d'elle-même qui est plus poussée et qu'elle se priorise. Et que quelque part, c'est une chance de savoir faire ça. Voilà. Donc, elle a gagné au passage en surmontant cette épreuve finalement. Aujourd'hui, voilà, c'est ça. Elle en parle aujourd'hui de cette période où elle reste discrète. Alors, cette période-là n'est pas terminée, parce que du coup, on va dire qu'elle a repris une scolarité normale, elle est étudiante. Elle a choisi des études après la maladie qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'elle pensait faire initialement, puisqu'elle avait fait un bac S, mention très bien, qu'elle pensait aller plutôt vers de la biologie, etc. Maintenant, elle souhaite être psychologue parce que forcément, elle a vu l'apport
que les psychologues lui ont apporté en hôpital de jour et que maintenant elle est plus sur le bien-être et l'aide à la personne que ce qu'elle était auparavant. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, la question de la nourriture n'est pas complètement réglée. C'est-à-dire que elle vit dans son étudiant. Je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'elle se nourrisse très bien, certainement même mieux que moi, mais pas avec une liberté complète sur la nourriture. C'est-à-dire, elle va manger très équilibré, des quantités importantes, mais tout très sain, etc. Et il y a des choses qu'elle ne s'autorisera pas, même si elle continue de progresser, qu'elle continue d'introduire des aliments. Clairement, si vous lui dites on va manger un gâteau dans un salon de thé, non, ce n'est pas possible pour elle. Alors, et on sait que ça mettra un certain temps, si un jour ça revient complètement, oui. Pour que ça se remette en place. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux origines, parce que vous m'avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous m'avez dit que c'était beaucoup par rapport à vous que tout ça s'est déclenché. Enfin, par rapport à moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que je pense que quelque part, l'environnement familial peut, dans mon cas, créer une fragilité. C'est-à-dire le fait de l'avoir tellement entourée, la fragiliser parce qu'elle n'était pas du tout armée pour affronter le monde. Vraiment. Et vous m'avez dit tout à l'heure qu'elle avait du mal à se dissocier de vous, en tout cas. Qu'entendiez-vous par là? Parce que je n'ai pas vraiment saisi, en fait. Je pense qu'elle était finalement tellement fusionnelle avec moi que je pense que quelque part, elle et moi, on n'était qu'un. Et que quelque part, quand peut-être ses petits frères et sœurs sont arrivés, ça a déjà été quelque chose de compliqué à elle pour vivre. Oui. Ensuite, quand on a vécu un deuil et qu'elle m'a vue à terre et que quelque part, elle a vu que notre relation finalement ne pouvait pas me consoler. Enfin voilà, quand on vit quelque chose de difficile, je pense que ça l'a vraiment ébranlé de me voir dans cet état-là et que ça l'a sans doute effrayée. Effrayée, terrorisée, et qu'elle a eu l'impression que on n'avait pas le contrôle sur la vie. Enfin, si vous voulez, elle a tellement été protégée que ce deuil qui l'a vraiment affectée elle aussi, comment vous dire, ça a été la première fois finalement qu'elle a été confrontée à quelque chose de dur dans la vie. Oui, d'accord. Voilà. Mm-hmm. Parce que jusqu'à présent, la vie, c'était vraiment... vous voyez, c'était... Enfin, je sais pas, elle a une vie tout à fait différente de celle que j'ai eue. Elle a eu vraiment une vie où elle ne manquait de rien, avec deux parents qui s'aiment depuis longtemps, qui sont toujours ensemble. Enfin, vous voyez, c'était un peu la petite maison dans la prairie. D'accord. Et ça, pour elle, ce deuil a été tellement difficile que je pense que ça a remis en... Enfin, elle s'est dit, mais si c'est ça... Enfin, j'ai l'impression que quelque part, elle s'est dit, mais si c'est ça la vie... non, je suis pas prête, vous voyez. Et que quelque part, elle a repris le contrôle en voulant rester quelque part bien au chaud à la maison, en s'arrêtant de grandir, quoi. Et vous, en fait, de toute cette histoire, est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que ça a changé des choses dans votre vie de femme, de mère, on l'a entendu, mais est-ce que ça a impacté votre vie? J'avais chevillé au corps que le fait de donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à ses enfants, ça pouvait être qu'une force. Bon, du coup, ça vous rend un peu plus humble, parce que du coup, je me dis, finalement, quand on leur donne trop d'amour, ça peut aussi être trop. Donc voilà, je pense que ça m'a servi parce que je suis une maman tout à fait différente par rapport à sa petite sœur. Je l'aime tout autant, ça n'a rien à voir, mais je lui fais beaucoup plus confiance, je balise beaucoup moins le terrain pour elle, voilà, je fais confiance en la vie, je la surprotège pas comme j'ai fait pour mon aîné. Donc déjà ça m'a fait évoluer en tant que maman. Et clairement, moi pour plein de raisons, j'ai toujours eu confiance en la vie.
Donc mon parcours fait que j'ai quand même fait preuve de pas mal de résilience. Et du coup, quand cette maladie s'est invitée chez nous, autant ça a été dur pour toute la famille, pour la fratrie. Voilà, parce qu'on a peur de perdre son enfant. On ne sait pas si quand on va soulever la couette, elle respirera encore. Enfin voilà, c'est comme ça. Autant, quelque part, je me suis dit que on allait s'en sortir, qu'on allait être capable de mettre quelque chose en place pour l'aider. Alors, et on a eu cette chance. Mais j'ai l'impression que toute la famille a vraiment mouillé le maillot, vous voyez. Oui, oui. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment tous, liés pour ça. Et puis il y a eu beaucoup de frottements, parce que ma maman, par exemple, dont ma fille est très proche, voulait pas voir qu'elle était malade, même quand je lui ai dit mais si, même quand le diagnostic a été posé. Moi, j'étais prête à me fâcher avec ma maman parce que je lui ai dit, c'est soit tu marches avec nous, c'est-à-dire elle est anorexique, il faut l'aider dans ce sens. Si c'est pour que toi, tu renforces son déni en lui disant, mais non, elle est dépressive, oh, elle est fatiguée, etc., tu sors de la course, quoi. Mais il faut qu'on rame tous dans le même sens. Mmh. Donc, ma maman a rejoint l'équipe et on s'est tous mis, on a tous œuvré pour qu'elle soit le plus entourée. Alors bien sûr, c'était notre amour, mais c'était le fait de remuer ciel et terre pour aller voir les personnes qui puissent l'aider, les associations qui puissent nous permettre d'avoir un point d'entrée pour faire poser un diagnostic, parce qu'il faut savoir que les délais d'attente pour accéder à un psychiatre qui est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire ou un nutritionniste spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, c'est souvent de 10 mois, 11 mois. Et quand votre fille fait 32 kilos, à la fin elle fait 32 kilos, mais quand le diagnostic a été posé, elle en fait un peu plus, parce que vous savez qu'il n'y a pas de temps à perdre. Mais donc du coup, on a vraiment fait beaucoup de choses pour l'accompagner, et on a aussi et surtout, je pense que ça nous a beaucoup aidé, mené ensemble une thérapie familiale. Donc ça, c'est quelque chose qui fait peur. Je pense que ça fait peur aux parents. Je pense que moi, ça m'a fait peur aussi, parce que quelque part, il y a quand même cet imaginaire qu'on va être accusé, nous les parents. Alors je vous rassure, ça n'a pas du tout été le cas avec le thérapeute qui nous suit. Mais vous avez beaucoup avancé durant cette thérapie. Ouais, c'est-à-dire que quand même chacun a exprimé tout ce qu'il avait vécu déjà. Et c'était sûrement là l'occasion pour les uns et les autres de se positionner mieux par rapport à cette jeune fille et à ce qu'elle avait vécu et à tout l'amour que vous lui portiez. On va marquer une pause, on va laisser passer l'info si vous le voulez bien, Valérie. Et puis j'aurais encore une petite question à vous poser avant que nous concluions. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. 23h passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme vous le faites nombreux et nombreux ce soir au 7 39 21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Beaucoup de commentaires sur le témoignage de Valérie, qui nous parle depuis le début de l'émission de sa fille anorexique pendant de nombreuses années, puisque la majorité de cette anorexie s'est passée entre ses 12 ans et 16 ans. Mais avant de retrouver Valérie, je profite de recommencer l'émission pour souhaiter un bon rétablissement à Daniel, qui nous écoute là-bas dans le sud de la France, tout près de Draguignan, à Draguignan même. Et puis elle sait qu'elle est ma belle-mère préférée et que je l'embrasse et que je pense à elle très fort. Ainsi que bien évidemment tout le reste de la famille et notamment son petit-fils et sa petite-fille. Voilà, c'est passé. On vous embrasse, Daniel. Valérie, en fait, j'avais encore une question à vous poser. Quel message auriez-vous à délivrer à ces parents qui traversent en ce moment ce que vous avez traversé il y a quelque temps? Je dirais déjà que
de ne pas être dans la culpabilité, parce que même si je considère que en tant que parent, on peut avoir une responsabilité, parce que voilà, on a fait avec notre vécu et les armes que nous on avait. Alors peut-être qu'on a diffusé trop d'amour, peut-être qu'on était trop pris par notre travail, peut-être que, enfin, il y a un équilibre familial qui fait que l'enfant peut se sentir fragilisé ou avoir des exigences avec lui-même qui peuvent venir de cet environnement familial. Mais malgré tout, je considère que c'est pas de la culpabilité. On n'a pas à avoir la culpabilité dans le sens où on a fait avec ce qu'on pouvait. Donc c'est tout à fait différent de se dire que j'ai peut-être eu un rôle dans une fragilité de mon enfant, que de se sentir coupable parce qu'on l'a pas fait, on n'a pas agi en conscience pour faire mal. Mais par contre, je considère qu'on a quand même une responsabilité pour accompagner son enfant. Alors ça, c'est facile à dire quand on va dire on a un enfant mineur, parce que j'ai tout à fait conscience que quand l'enfant est majeur, finalement, on ne peut plus l'aider. Et si l'enfant est dans le déni, s'il ne veut pas se faire suivre, s'il ne veut pas aller voir un psychiatre, s'il ne veut pas aller en hôpital de jour, s'il ne veut pas aller voir tout autre professionnel, parce que je dirais que l'important, c'est d'arriver à établir un contact avec un professionnel où la personne est en confiance, se sent entendue dans ses angoisses, dans tous ses tocs, dans tout... Enfin voilà, donc je pense que en tant que parent, il faut sortir la culpabilité, qu'il faut continuer d'en parler autour de soi, il ne faut pas avoir honte, parce que finalement c'est quand on en parle qu'on se rend compte qu'un tel a été concerné ou qui connaît une amie qui connaît qui, et que c'est comme ça qu'on arrive à faire des ponts, aller vers des institutions ou des professionnels qui ont une compétence pour aider. Qu'en tant que parent, il ne faut jamais rester finalement isolé. Voilà, et faire attention effectivement à soi, parce que souvent on se sent investi. Moi, je me suis vraiment sentie investie d'aider ma fille à guérir. J'ai fait beaucoup de choses pour lui permettre de mettre en place un suivi, etc. Mais après, il faut arriver à lâcher prise, c'est-à-dire se dire, là, j'ai mis en place tout, elle a tout, mais maintenant, c'est à elle de faire le job, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sauver son enfant si son enfant, finalement, n'a pas eu le déclic, n'est pas sorti du déni, n'a pas envie de s'en sortir. Et ça, je sais que c'est difficile. Nous, on a eu beaucoup de chance qu'elle adhère, que ce soit à de l'art-thérapie, à de l'écriture, à plein de choses qu'elle a expérimentées à l'hôpital de jour qui lui a permis de sortir son mal-être, d'avoir des prises de conscience, d'avoir envie de se battre, envie de sortir de cette maladie qui est un enfer parce qu'elles sont au froid, elles n'ont plus aucune énergie, elles sont dans l'hyperactivité. Enfin voilà, c'est un cauchemar, elles ne peuvent plus rien faire tellement elles sont faibles, etc. Qu'à un moment elle a envie de reprendre le cours de sa vie. Donc je dirais que les parents, il faut à la fois s'impliquer, mais jusqu'à une certaine mesure, parce que c'est vrai que faut garder sa santé mentale pour pouvoir accompagner le plus longtemps possible son enfant dans de bonnes conditions. Parce que si nous, on sombre dans la dépression, dans un mal-être total, on ne sera pas en mesure d'être présent pour l'accompagner. Et puis souvent, il y a l'environnement familial, c'est-à-dire que les frères et sœurs, pendant ce temps-là, on ne s'en occupe pas, ils rasent les murs parce qu'ils savent qu'il y a plus urgent ailleurs. Et il faut aussi pouvoir les ménager et ça ne peut pas durer, on ne peut pas nous s'occuper que d'un seul enfant éternellement. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un équilibre familial qui permet de gérer cette maladie. Et c'est vrai que la thérapie familiale, c'est quelque chose d'important parce que nous, vraiment, il nous a accompagnés quand elle a été mieux, à aller vers une autonomie de notre fille
qui forcément nous faisait peur, savoir que notre enfant s'alimentait mal, voire s'alimentait pas du tout à un moment, et se dire elle va être dans un appartement, on verra plus ce qu'elle fait, on verra plus ce qu'elle mange, et on a réussi à lui faire confiance, et finalement en lui faisant confiance, elle a eu confiance et elle a réussi à avancer. Et même si maintenant elle habite toute seule dans un appartement, elle est étudiante, elle est toute jeune, elle en a 19 ans, on est en confiance, on sait qu'elle s'alimente et on sait qu'elle ne repartira pas en arrière. J'en ai la certitude parce qu'elle a perdu trop pendant un certain temps et donc du coup maintenant je suis sûre qu'elle a envie d'avancer. Très bien. Mais écoutez, merci mille fois pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, Valérie. Et puis, je vous souhaite bon vent à vous, à cette grande fille et à toute la fratrie, puisqu'il y a d'autres enfants. Et voilà, j'ai été ravi d'échanger avec vous et on vous embrasse et passez. Je peux me permettre juste une petite intervention. Allez-y, je vous en prie. Parce qu'en fait, depuis qu'elle a, une fois qu'elle a été prise en charge et que j'ai vu que les choses allaient mieux, j'ai créé un compte sur Instagram qui s'appelle Mon enfant et l'anorexie. Donc je sais qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent isolés, qui ne savent pas quoi faire, parfois parce qu'ils sont dans des déserts médicaux, qui ne savent pas vers quelle structure s'adresser, etc. Et donc je voulais le spécifier parce que du coup je donne des informations d'espoir sur ce compte, parce que c'était mon objectif. Très bien. Mais mon enfant et l'anorexie, c'est ça? Voilà, sur Instagram. Très bien. Bonne soirée Valérie, au revoir. Merci, au revoir.